Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, un homme a disparu, un homme qui habite à Hong Kong, il est le patron d'une maison d'édition qui publie des livres critiques sur le gouvernement chinois. Donc, un homme qui publie des livres critiques sur le gouvernement chinois a disparu. Cette information suscite immédiatement une tempête médiatique dans les pays occidentaux. Au début, les gens doutent, puis supposent et puis accusent finalement les autorités chinoises de l'avoir kidnappé, malgré sans aucune preuve. Quand un homme disparu mystérieusement, sans aucune explication, ça suscite toujours des doutes. Et dans cette disparition suivie par un autre, et puis troisième, quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième disparition, cette affaire devient une sorte de film de suspense de Hitchcock. Vous connaissez les films de Hitchcock, évidemment. Et dans tous les films de Hitchcock, il y a toujours une fin qui surprendra tout le monde. Bon, pour ce film suspense réel, quelle est la fin qui va nous surprendre? Je laisse prolonger encore quelques secondes le suspense. Avant de commencer notre discussion avec mes deux invités sur cette affaire, je vous invite à regarder ce reportage pour connaître cette fin surprenante. L'année 2016 venait à peine de commencer que les médias hongkongais et occidentaux, notamment français et anglais, s'emparaient d'une étrange affaire, la mystérieuse disparition de 5 employés de Mighty Current, une célèbre maison d'édition de Hong Kong connue pour publier des livres critiques à l'égard de la Chine. Très rapidement, les autorités de Beijing allaient devenir la cible d'un véritable tir de barrage de la part des médias internationaux. Des médias qui n'avaient guère de doute, les 5 libraires étaient des dissidents et la Chine les avait kidnappés. Mais il y a quelques jours, l'affaire a connu un retournement des plus inattendus. Le public apprenait qu'il y a 11 ans, Gui Minhai, le patron de la maison d'édition Mighty Current, et aussi le plus connu des 5 libraires disparus, avait été reconnu responsable de la mort d'une étudiante dans un accident de voiture avant de s'enfuir du territoire. On découvrait aussi qu'en octobre 2015, Gui Minhai avait fait le choix de retourner sur le continent pour se rendre aux autorités. Quant au département de la sécurité du Guangdong, il transmettait au gouvernement de Hong Kong une lettre de Li Bo, un autre disparu et actionnaire de la maison d'édition, une lettre authentifiée par sa femme dans laquelle il confirme qu'il collabore avec la police chinoise sur l'affaire Gui Minhai. La vérité sur la soi-disant affaire des kidnappés se faisait jour. Il n'y avait jamais eu ni enlèvement ni détention secrète. Après avoir fui le continent, j'ai cru que ça allait libérer ma conscience, mais au contraire, cela n'a fait que redoubler mon sentiment de culpabilité. Je savais qu'en voulant échapper à mes responsabilités, je n'avais fait qu'aggraver la souffrance des proches de la victime. Aussi, je n'avais pas accepté la sentence de la justice chinoise. Et en agissant ainsi, j'avais commis en quelque sorte un double crime. Gui Minhai est né en mai 1964 à Ningbo dans le Zhejiang. En 1996, il a acquis la nationalité suisse. Le 8 décembre 2003, alors qu'il passait en voiture devant une université de Ningbo, il sortait de route et tuait une étudiante. L'enquête judiciaire allait démontrer que Gui Minhai conduisait ce jour-là sous l'emprise de l'alcool. En août 2004, Gui Minhai était condamné par la justice à 2 ans de prison, mais en novembre de la même année, alors qu'il était pourtant interdit de sortie du territoire, il empruntait une fausse identité et quittait la Chine continentale. Devenu un fugitif, Gui Minhai n'était plus en mesure de voir ses parents ou de s'occuper d'eux. Quand ce fils unique apprit que son père était tombé gravement malade, l'envie de retourner au pays et de se rendre à la justice devint de plus en plus obsédante. La décision de revenir en Chine et d'affronter la justice est une décision entièrement personnelle. Je refuse qu'une quelconque personne ou organisation n'interfère dans mon choix ou utilise cette affaire à des fins malicieuses. Comment une simple affaire criminelle a pu être interprétée, déformée au point de devenir une affaire politique au retentissement mondial, voilà qui mérite quelques réflexions. Bon, voilà, aujourd'hui,
Nous avons deux invités pour nous parler de commenter deux critiques de cinéma, de suspense, mais réel, de cette affaire. D'abord, Richard Act, vous êtes journaliste de longue date, vous travaillez pour RTL, surtout, je me rappelle votre apparition, surtout dans le grand jury de RTL, et c'était les années 80-90, qui a été longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes correspondant, journaliste et correspondant de Parisien à Pékin. Vous travaillez aussi pour plusieurs chaînes de télévision françaises. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Bonjour. Et professeur Xu Tieping, vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur de l'Université de communication de Chine. Vous avez obtenu votre doctorat en Suisse durant des années 80 et depuis vous étudiez les relations internationales, surtout la relation entre la Chine et le monde extérieur. Vous êtes aussi l'auteur, traducteur de plusieurs ouvrages. Et merci aussi d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour. Voilà, ma première question est à professeur Xu. Voilà, nous avons vu la fin surprenante de ce suspense. C'est vraiment bizarre, cette affaire. Finalement, se transformé d'un suspense, d'une tragédie en une comédie qu'on ne sait pas pourquoi, mais finalement, qu'en pensez-vous de ce changement en fait à contre-pied de tous les médias occidentaux? C'est une répétition de scénario médiatique qu'on a vu, encore une fois, répété, se produit simplement à l'adresse de la Chine. Ce qui est surprenant simplement, c'est le degré de réaction. En fait, c'est toujours, on se joue ce type de logique. Il y a d'abord une accusation établie, des suspects de certaines interrogations, mais au fur des éléments, certains éléments de faits révélés, voilà, moi je pense que si on voit, c'est le comportement de l'autre partie uniquement, c'est encore une certaine vision politisée, idéologisée. En fait, c'est essentiellement sur là, c'est qu'on confirme certaines conceptions, accusations, et en négligeant tous les éléments, disons, finalement, c'est un procès, disons, ordinaire de criminalité. C'est là que, je dirais, à la fois surprenant et parfois assez banal, surtout, disons, typique chez les médias occidentaux. On a déjà connu ça depuis longtemps, mais cette affaire qui se transforme d'une affaire politique en réalité une affaire criminelle, ça me rappelle des leçons qu'on a reçues à l'école du journalisme. Nous sommes tous journalistes, nous sommes enseignés, disons que la nature d'une information, ce n'est pas quand un chien mordre l'homme, c'est l'inverse. Si l'homme mord un chien, ça devient une information, n'est-ce pas? Alors je me pose la question, le moment de la disparition, tout le monde en parle dans les médias occidentaux, et maintenant, quand l'affaire a renversé, quand l'affaire devient une affaire banale criminelle, on en parle beaucoup moins. Pourquoi? C'est vite dit, il y a quand même des papiers qui s'interrogent, dans la presse française en tout cas. Hein. Oui. On ne comprend pas très bien ce qui s'est passé en fait. Si c'est vraiment ce qu'on nous dit, une affaire de passants renversés par une voiture, que derrière toute cette affaire Gui Minhai, il y a une mort d'une étudiante de 19 ans. Donc il y a quelque chose là. Est-ce que c'est vraiment ça? En plus, les confessions de Gui Minhai sont un peu surprenantes. On est embarrassé devant dans quelles conditions est-ce qu'il a fait ces déclarations, où se trouvait-il, est-ce qu'il est libre ou pas de parler comme il le fait à la télévision. Et puis il y a cette bizarrerie aussi, il est de nationalité suédoise, il a la nationalité suédoise, et il demande à la Suède de ne pas s'occuper de son affaire. On ne comprend plus très bien où on en est en fait. Oui. Et c'est pour ça, je pense que la presse française s'est pas
tellement intéressé à la deuxième phase de cette affaire. Et puis par ailleurs, bon, lui, il a parlé à la télévision, très bien, mais il y en a d'autres qui, bizarrement, sont partis, apparemment, ont disparu, en tout cas, de Hong Kong dans les derniers mois. Et ceux-là, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Il n'y a que lui qui a donné des nouvelles, qu'on a vues, en tout cas. C'est une bizarrerie. Il y a beaucoup de bizarreries dans cette affaire. Oui, effectivement. Il y a un autre qui s'appelle Lipo, qui a fait apparition aussi, disant qu'il est impliqué dans cette affaire. Il y a effectivement 3 autres qui ne sont pas... On n'a pas de nouvelles. Est-ce que vous avez d'autres informations sur ces 3 autres disparus, entre guillemets? Oui, disons, tout au long de ce processus, il faut voir d'abord, c'est que souvent, l'attente du public, ce travail, peut-être probablement, et ça paraît beaucoup plus vite que le rythme professionnel de la justice. Ce sont des choses, disons, assez courantes. Chez nous, en particulièrement, Richard avait bien raison. Aujourd'hui, il existe, bien sûr, des cas de bavure, des cas, disons, de... comment dire, il y a encore des vides dans cette affaire, etc. Donc, mais il faut laisser aussi le temps que la justice travaille. On peut faire les analyses, des interrogations. Mais ce que j'ai bien remarqué, c'est bien surtout ce besoin conceptionnel, ce type de mobilisation, non pas, je dirais, sur le fait, c'était surtout une sorte de besoin profond de la justification de certaines idées établies. En fait, finalement, qu'on a vu ce type de choses, c'est pas simplement aujourd'hui. Je dirais que bien, essentiellement après la guerre froide, qu'est-ce qu'on a vu? C'était surtout, il y a une certaine figérisation sur l'image bien établie. La Chine, c'est un pays post-totalitaire, autoritaire, etc. Alors, chaque fois, on utilise des éléments pour prouver. C'est là que je trouve, je dirais, c'est la maladie de la média aujourd'hui. Je dirais, le sensationnel, ce sont des choses courantes. Chez nous, disons, il y a aussi des médias assez banals. La bizarrerie, quand même, c'est que il a quitté, de façon ou d'une autre, la Thaïlande, où il était il y a maintenant 3 mois. Enfin, 3 mois, oui. 3 mois. C'est au mois Il d'octobre. apparaît maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de temps avant qu'il apparaisse? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? La justice est un peu... Enfin, la justice. Les gens qui se sont occupés de lui sont un peu lents à le faire réagir. Oui, sur ce point, je peux ajouter, oui, nous, en tant que public chinois, on a aussi certaines insatisfactions sur la professionnalisation et le rythme et la capacité de relations publiques des autorités judiciaires. On peut dire Il ça. reste encore un grand marge à améliorer. N'empêche pas, quand je dis que ce que je veux dire, c'est bien c'est le degré de politisation ou idéologisation dans l'image établie, préjugée. C'est là, c'est le nœud de la question. Mais au moins, il y a une chose qui devait être claire, c'est que cet homme, c'est un fugitif qui a une affaire criminelle sur son dos. Donc ce n'est pas... Il est kidnappé à cause de ça, c'est un peu inimaginable. Je me rappelle que lors de la guerre froide, à cause de 2 superpuissances, l'Union soviétique, qui kidnappent quelquefois, très souvent même, des opposants politiques, mais ce n'est pas la façon d'agir du gouvernement chinois. Jamais il n'y a aucune affaire de kidnapping comme ça. Mais pourquoi les médias occidentaux croient toujours que le gouvernement chinois kidnappe des opposants? C'est-à-dire que là, encore une fois, il y a quelque chose d'extrêmement étrange, c'est qu'il n'est pas le seul, ce libraire, Gin Minrai, à avoir disparu à peu près en même temps. C'est à peu près 5 personnes de la maison d'édition qui disparaissent. C'est un peu surprenant quand même. Et on a l'impression, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, vraiment. Je ne sais pas qui
les a... Vous dites que ce n'est pas l'habitude en Chine. Il n'y a jamais eu une Oui, affaire. c'est pour ça que c'est peut-être que ce n'est pas du tout la police chinoise qui les a enlevés. Peut-être que c'en est d'autres. Peut-être que c'est très mystérieux. Moi, ce serait plus facile de parler de tout ça s'il y a un procès et qu'on voit à la fin où on en est. Mais là, actuellement, il y a beaucoup d'écrans de fumée, beaucoup de mystères dans tout ça. Vous avez utilisé l'écran de fumée, je me rappelle une dépêche de l'AFP, il écrit, et effectivement, écran de fumée, il a dit, écran de fumée pour les uns, aveu sans valeur pour les autres. Des défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé lundi la sidérante confession filmée en Chine d'un libraire de Hong Kong disparu depuis plusieurs mois. Je comprends qu'on dise ça. Mais en réalité... C'est sidérant, effectivement. Alors, mais en réalité, c'est une façon d'agir courante en Chine. Est-ce que, professeur Xu, en réalité, il y a beaucoup d'affaires des Chinois en Chine. Ils sont condamnés pour une telle ou telle crime. Ils sont confessés à la télévision. C'est peut-être pas très courant en Occident, mais très courant en Chine. Oui, effectivement, souvent c'est que le public a la raison de poser d'interrogations devant certaines affaires. En fait, les Chinois veulent voir, entendre les gens concernés qui disent la vérité. Et il existe aussi des cas, par exemple, la police ou la justice utilise certaines pressions non autorisées excessivement. Il y a des cas de bavure, ça existe. Sur ce point, je dirais oui, le média a la raison de poser l'interrogation. Mais l'essentiel, c'est d'abord vigilance, prudence, notamment dans la conclusion. Ce que nous avons vu, je reviens à mes constats, c'est que souvent les gens utilisent des éléments gonflés, manipulés, non pas pour prouver la conclusion de telle affaire, mais c'était essentiellement pour justifier un constat ou un jugement politique. On pense par exemple, on peut se poser par exemple la question de Snowden, alors que les médias occidentaux, parfois il y a aussi de certaines pétitions pour, disons, la protection, etc., de Snowden, données, exil, etc. Mais l'image des Américains en tant que soi-disant le champion de la démocratie, défenseur des droits de l'homme, n'a jamais ébranlé. On accuse toujours les autres. En revanche, quand il s'agit de l'autre, c'est-à-dire entre nous et l'autre, voyez, une certaine labitude, une habitude, disons, classique, traditionnelle, se produit à chaque fois. C'est bien vraiment, oui, le patron tient une librairie. Moi-même, j'étais 6 fois à Hong Kong. On a visité. Ce n'est pas des choses tellement sérieuses, mais ça existe depuis des décennies à Hong Kong. Et une fois cette affaire arrivée, on pense, voilà, tout de suite, est-ce que c'est dans le but d'élimination d'une certaine maison d'édition, de publication, disons, anti-gouvernementale, etc. C'est là, c'est le alors là, toutes les hypothèses sont possibles. Voilà. Oui. Mais ça peut être des concurrents, ça peut être les services secrets. Je dirais ça que peut être... poser l'interrogation, c'est tout à fait normal, légitime. Mais simplement, si on voit une certaine précipitation dans les preuves et dans la conclusion, et tant chaque fois que l'autre partie a proposé des arguments, alors on dit, c'est pas sérieux, bon, on laisse. L'agence Chine Nouvelle a publié un jugement de la police de l'époque sur cette affaire. Là, il a un mort, et la condamnation aussi. D'accord. Mais que vont dire les autres? Alors, ils n'ont pas tous écrasé. Les autres qui ont disparu, ils n'ont pas tous écrasé une jeune chinoise. Oui, c'est apparemment très mystérieux. cette affaire. Il s'est enfui de la Chine apparemment avec une fausse pièce d'identité, etc. Effectivement, j'ai vu que Richard n'a pas très cru cette affaire, mais au moins les médias occidentaux devaient rendre compte aussi cet accident. Je vous trouve dur là quand même. Les médias, ils en ont parlé, mais ils n'ont pas insisté, faute de comprendre exactement ce qu'il y a derrière, ça c'est sûr. Et encore une fois, sur les
il reste à savoir ce qui est reproché aux autres, Oui. aux autres membres Bon. de la maison d'édition. Oui, c'est. Alors, professeur, tu vois, l'échange entre vous, finalement, la confession de l'accusé n'a pas convaincu, en fait. Est-ce que vous pensez que cette affaire, en fait, si ça continue comme ça, l'image de la Chine a continué à être détériorée? Peut-être à certains degrés, bien sûr, comme je l'ai dit dès le début, bien sûr, côté de relations publiques, un certain rythme pour satisfaire aux besoins de savoir, c'est-à-dire le droit d'information du public. Et ça c'est je dirais, une revendication du public chinois de plus en plus renforcée. Et que pour le moment, ça c'est vrai. je dirais, oui, c'est que dans son ensemble, ça reste encore au niveau insatisfait. L'essentiel, c'est l'orientation de l'évolution. Oui. Bien sûr, on doit garder toujours la prudence et la vigilance, premier. Et deuxième, je dirais aussi, c'est le rôle des médias. Probablement, ici, en Chine aussi, ou ailleurs, certains médias veulent se jouer un peu comme des juges autoproclamés. Et là, moi, je pense peut-être c'est excessif. Les médias ont le droit superviser, informer, mais ça ne peut pas remplir, je dirais, le rôle de juge. Ce n'est pas Sauf seulement- si le juge prend du retard, c'est Oui. ça le problème. Oui, Un il y a le des rôle problèmes. inversé. Il y a le rôle inversé. Et ce n'est pas des choses uniquement pour la Chine ou pour l'Europe. On va un peu partout. On va un peu partout. Bon, je vois qu'il existe une sorte de dialogue de sourds, c'est-à-dire chacun, du côté chinois, on insiste, on reconnaît que la lenteur de justice n'est pas pardonnable, mais il y a une fait. De l'autre côté, on ne regarde même pas que la personne concernée avait une affaire datée de 11 ans. On voulait dire que c'est louche. Ça me rappelle l'affaire de Ursula Gauthier sur le terrorisme ou liberté d'expression. Dans une interview, le journaliste lui a posé la question « Que reprochez-vous la Chine ?» Elle a répondu « La Chine veut m'empêcher de parler librement. » Mais la Chine la reproche d'une sorte de défense d'une manière flagrante du terrorisme, c'est-à-dire l'apologie du terrorisme. De l'autre côté, répondu, c'est liberté d'expression. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'un et l'autre, discuter d'une façon plus neutre d'une affaire? Je voudrais poser la question à tous les deux. Mais je ne vois pas où Ursula Gauthier a fait l'apologie du terrorisme. Elle a Quand il a défendu, quand il a dit que ces Ouïghours qui a massacré des civils innocents chinois, c'est parce qu'ils sont poussés à bout, c'est parce qu'ils sont maltraités, c'est parce que la responsabilité, c'est le gouvernement chinois. Ça, non, c'était beaucoup plus... non, c'était pas exactement ça. Il faut relire le papier qui lui est reproché. ah oui, c'est l'émission. C'est au moment des attentats en France où elle dit que la Chine, ma foi, est pas si bien placée pour juger de la question, étant donné ce qui se passe au Xinjiang. La Chine n'a pas jugé, la Chine a montré sa solidarité avec la France et Dieu estime que cette solidarité a des limites, parce que c'est un peu... à des arrière-pensées, Mais là, si on va, essayons d'aller un petit peu plus en profondeur. Dans l'affaire de la librairie de Hong Kong, on sait ils préparaient la sortie d'un livre sur la vie privée de certains dirigeants chinois. C'est ce qu'on dit. Oui, on dit ça. Alors je ne sais pas, est-ce que l'explication, elle n'est pas surtout là, des gens qui ne voulaient pas que ça sorte et ça aurait tout provoqué? Il faut quand même poser la question. Sur la Gauthier, ce qui est
est important dans son cas, c'est qu'elle est allée au Xinjiang. Elle a fait, il y a 1 an et demi, un papier... C'est pas une raison. Non, elle a fait un papier qui était assez intéressant sur les rencontres qu'elle avait eues là-bas, notamment avec des Ouïghours, qui expliquaient leur point de vue. Elle connaît assez bien la question. Donc la conclusion, c'est que s'ils ont tué des innocents civils, c'est parce qu'ils sont maltraités. Je vous lis une phrase. Elle n'a pas dit exactement ça. Malheureusement, je n'ai pas pris le papier, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais si, il a expliqué probablement pour des raisons, ceci, cela, sans dire que... Et d'ailleurs, elle a dit que ce n'est pas lié à la Daesh, terrorisme international. Bien sûr, c'est pas cela qu'elle parlait. Elle parlait des habitants du Xinjiang qui sont ouïghours. En fait, imaginons... Ce n'est pas une question, c'est une réponse. Malheureusement, c'est moi qui devais poser la question, mais en réalité, est-ce qu'on peut poser la question pourquoi certains Français qui sont allés à la Syrie reviennent faire des attentats? Est-ce qu'ils sont opprimés? Qu'est-ce qu'ils ont maltraité, etc. Non. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme exemple, Kofi Annan, après le 11 septembre, il a déclaré dans le discours des Nations Unies, le 14 septembre 2001, il a dit ceci: les actes de terrorisme ne peuvent jamais se justifier, quelque raison que l'on puisse faire valoir. Mais Gauthier est en train de faire valoir de certaines raisons elle ne des parle terroristes. Pas de ça. Elle ne parle pas des terroristes. Mais si. Non, elle n'a pas rencontré des gens de Daesh mais là, au Xinjiang, pas non, du tout. Elle parle des habitants. Vous devez le relire, l'article, vous devez le relire. Bon, ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est l'affaire de librairie. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, la dernière question à tous les deux, est-ce que, comment, à votre avis, sera la fin de cette affaire? Est-ce que cette affaire, pour l'image de la Chine, pour les relations entre la Chine et les pays occidentaux, quelle est la conséquence? Voilà. Bien sûr, il y a des conséquences négatives. Mais à long terme, probablement, on a devait un renouvellement des gens de communication, des gens de journalistes, du métier, des deux côtés. Et probablement, je dirais que pour l'Occident, parfois, essentiellement, c'est une certaine maîtrisation des préjugés et des idées reçues. Et surtout sur ce type de statut que je critique beaucoup, c'est le juge autoproclamé. Quoi que vous faites, c'est mauvais. Alors pour la Chine, moi j'ai aussi certains souhaits et des critiques. On n'était plus simplement un instrument des autorités politiques. Il faut une certaine autonomie professionnelle. Et essentiellement, c'est le sens de responsabilité au-dessus des idées politiques et au-dessus des frontières politiques. Richard. Oui, ce que je pense à propos de cette affaire de Hong Kong, c'est qu'on y verra plus clair une fois que ce sera à peu près terminé. Il y a derrière tout ça la question du statut de Hong Kong actuellement, de la liberté qui peut y exister, qui parfois est différente sensiblement. C'est-à-dire les autorités juridiques chinoises ne peuvent pas aller à Hong Kong pour arrêter les gens. Mais c'est lui qui s'est rendu en Chine d'après ça, évidemment, c'est différent. Hein, si ceux qui ont, par hypothèse, affaire avec la justice vont directement en Chine, ils ne sont plus dans la même situation, bien sûr. Il est condamné en Chine. Il n'est pas condamné à Hong Kong. Oui. C'est ça. Ouais. Ça, c'est encore un exemple que les faits devaient l'emporter sur le jugement. Il faut d'abord établir le fait. Oui. Quant à l'autre affaire, quand même, on en a parlé d'Ursula Gauthier, je me demande pourquoi c'est sur une journaliste française que la sanction finalement est tombée. D'autres ont écrit à peu près les mêmes choses. D'abord, c'est différent. Il n'y a pas expédition. En fait, c'est qu'on ne tente plus la prolongation du visa il y a une sanction. C'est le deuxième, je dirais, depuis 30 ans. Le premier vise un journaliste américain. Et elle, c'est le deuxième exemple. Bon, merci beaucoup pour ce débat. Un vrai débat, il y a des confrontations des idées. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci pour nos chers téléspectateurs aussi. J'espère que notre émission vous apporte déjà plus d'informations.